Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je parle du fait d'acheter une maison ou un immeuble à revenus sans mise de fonds. Si vous gravitez le moindrement dans le monde de l'immobilier, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Mais je ne vous mentirai pas ici, acheter complètement sans mise de fonds, c'est pas possible. Mon but, c'est pas de vendre du rêve, parce que oui, l'expression est plutôt impressionnante que réaliste. Mais il y a quand même un fond de vérité dans tout ça, et maintenant, c'est à vous de voir les possibilités et de vous aussi acheter sans sortir d'argent de vos poches. En débutant, je tiens à dire que je ne suis pas conseiller financier et que chaque personne a une situation différente. Avant de vous lancer dans ce que je veux dire, c'est important d'évaluer votre situation et de voir ce qui pourrait s'appliquer à vous, autant en termes de niveau de risque que de niveau d'entêtement. Mais maintenant que ça c'est dit, lançons-nous dans le vif du sujet. Acheter sans mise de fonds, c'est tout à fait possible. De mon côté, j'ai quand même acheté 4 immeubles sur 8, tout ça sans mettre de mise de fonds. Mais attention, dès maintenant, je vais mettre les choses au clair. Quand je dis acheter sans mise de fonds, c'est pas tout à fait vrai. Parce que dans le fond, les banques vont toujours exiger une mise de fonds, que ce soit sur une maison ou sur un immeuble à revenus. Et le plus souvent, la mise de fonds va être entre 5 % si jamais on y va avec un prêt assuré avec entre autres la SCHL, jusqu'à souvent 20 % pour un prêt conventionnel. Mais là, je vous vois venir, si jamais la banque exige toujours une mise de fonds, comment on fait pour acheter sans mise de fonds? En fait, on va changer les termes juste un petit peu. Au lieu de dire qu'on achète sans mise de fonds, on va plutôt dire qu'on finance notre achat à 100 %. Et financer un achat à 100 %, ça revient à dire qu'on ne sort pas d'argent de nos poches, c'est-à-dire qu'on ne met pas de mise de fonds. En comprenant qu'on emprunte 100 % de l'argent, on se rend vite compte que les techniques ici sont quand même plus rentables sur un immeuble à revenus que sur une maison. Parce que plus qu'on emprunte, évidemment, plus ça va nous coûter cher en intérêt. Sur un immeuble à revenus qui se trouve être un actif, ça va se retrouver à être moins dommageable pour le portefeuille grâce aux loyers qui vont rentrer. Tandis que sur une maison, en fait, d'utiliser ces techniques-là, ça va être moins intéressant parce qu'une maison, c'est un passif. Mais toutes les techniques ici s'appliquent que ce soit sur un immeuble locatif ou sur une maison ou même un chalet ou un terrain. Donc, ça vaut la peine d'écouter jusqu'à la fin. Une première option pour financer son achat à 100 %, c'est en fait d'utiliser l'équité sur un autre immeuble. Parce que si vous avez déjà une maison ou un autre immeuble à revenus, c'est fort à parier que vous avez déjà de l'équité disponible sur cet immeuble-là. J'en ai déjà parlé en profondeur dans une autre capsule, mais je vais résumer ici. En gros, vous pouvez utiliser l'argent que vous avez déjà payé sur votre hypothèque de la première maison pour pouvoir en acheter une deuxième. Vous allez donc remonter le montant de la première hypothèque pour couvrir l'équivalent de la mise de fonds du deuxième. Donc au final, oui, ça va vous coûter plus cher d'intérêt sur votre première hypothèque, mais en théorie, l'idée de faire ça, c'est que vous allez acheter un actif qui va vous rapporter beaucoup plus que ce que vous allez payer en intérêt. J'ai utilisé cette tactique-là pour 2 immeubles, entre autres sur un immeuble que j'ai acheté en reprise de finances à 80 000 $ et qui en vaut 180 000 $. Ça nous a permis, mon partenaire et moi, de refinancer un immeuble et d'aller se chercher en liquidité plus de 50 000 $ pour faire un projet. En plus, la banque nous a même autorisé le montant à 120 % de la valeur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir refinancer encore une fois ou deux jusqu'à un total de 216 000 $ sur la valeur de 180 000 $ de l'immeuble qu'on a acheté 80 000 $. Grâce à ça, on a acheté un 4 logements et on a fait des rénovations d'une valeur de 120 000 $, tout ça en étant financé à 100 %, c'est-à-dire sans sortir d'argent de nos poches. L'idée de la capsule m'est venue suite à une publication sur Facebook sur le groupe L'argent ne dort jamais. En commentaire, il y a un gars qui a dit qu'il faut être cassé pas à peu près pour acheter sans mettre d'argent. En réalité, c'est tout le contraire et je me suis dit que ça valait le coup de parler des façons qui permettent d'avancer beaucoup plus vite et surtout beaucoup plus loin dans le monde de l'immobilier. La publication elle a fait bien des commentaires parce que pour un gars, clairement, il ne croit pas à ces stratégies-là et pour lui, c'est vendre du rêve de dire qu'on peut acheter sans mise de fonds. Clairement, il pense qu'avoir des dettes sur les mises de fonds, c'est pas une bonne chose. Comme j'ai dit au début, c'est vrai que le terme n'est peut-être pas 100 % adéquat, mais s'endetter de façon intelligente appuyée par des bons actifs qui vont couvrir les dépenses, ça, c'est tout à fait intelligent financièrement. La première méthode, c'est sûr que ça s'applique bien seulement si vous avez déjà de l'équité disponible sur un autre immeuble. Mais disons que vous n'avez pas encore de maison ou d'immeuble à revenus, il existe quand même d'autres moyens. Une des méthodes les plus simples, c'est entre autres d'aller chercher un prêt personnel. Je me souviens plus des chiffres exacts, mais j'ai entre autres un ami qui a utilisé cette technique-là. En gros, il a acheté un immeuble de 150 000 $ et pour ça, il lui fallait 20 %, donc 30 000 $ de mise de fonds. Il est allé voir la banque et il a fait un prêt personnel de 30 000 $ pour ça. Son immeuble à revenus était bien rentable et la banque était tout à fait d'accord pour qu'il passe par cette technique-là. Et si la banque n'est pas d'accord pour faire un prêt personnel, il y a quand même une autre option, on parle ici des prêteurs privés. Ça peut être une très bonne façon de passer par un prêt privé, il faut seulement faire attention parce que souvent les intérêts vont être un peu plus élevés. Il va donc falloir vous trouver un immeuble qui est très rentable ou avoir un plan de remboursement efficace et pas trop long dans le temps.
Et je vous rappelle que les prêteurs privés en immobilier, ce n'est pas comme un prêteur qui vous passe 500 $ à 50 % d'intérêt. C'est plutôt des façons qui sont très légales et qui sont notariées directement chez le notaire et qui permettent à plusieurs de grossir très rapidement. Une quatrième méthode s'applique aussi à ceux qui n'ont pas encore d'actifs. C'est une méthode que j'ai moi-même utilisée une fois. Tous ceux qui écoutent mes capsules et qui vont se former sur l'immobilier mais qui n'ont pas encore beaucoup d'argent pour pouvoir investir, eh bien c'est peut-être une des meilleures méthodes que vous pourriez avoir pour commencer dans l'immobilier. Il s'agit en fait de passer par un partenaire silencieux. Je suis prêt à gager qu'il y a des gens autour de vous qui ont de l'argent et qui voudraient l'investir, mais qui n'ont pas de temps et surtout pas les connaissances pour pouvoir le faire dans le monde de l'immobilier. Et au contraire, vous vous formez pour l'immobilier, vous avez des connaissances et du temps, mais vous n'avez pas d'argent. Si c'est le cas pour vous, eh bien, il est temps d'aller voir votre oncle qui est propriétaire d'entreprise, que vous pensez qu'il a un petit peu d'argent, et d'aller lui proposer un partenariat. On ne parle pas ici de demander la charité en profitant de son argent. Je parle ici plutôt d'arriver avec une expertise solide et de lui proposer un projet d'affaires pour faire fructifier son argent. Dans mon cas, j'ai déjà acheté avec un partenaire. Lui, il a mis 100 % de la mise de fonds, donc moi, je me suis retrouvé à mettre 0 $ dans le projet. Par contre, j'ai pris 100 % de la gestion. Et lui, il veut juste faire fructifier son argent, c'est-à-dire qu'il ne veut pas entendre parler de l'immeuble, sauf une fois à la fin de l'année pour que je lui présente les profits. Ça se trouve être une situation où les deux parties sont gagnantes. Une autre personne qui a possiblement de l'argent et qui serait enclin à vous faire un prêt pour la mise de fonds, eh bien souvent, c'est le vendeur directement. On appelle ça une balance de prix de vente ou bien un solde de prix de vente. Le vendeur se retrouve donc à vous financer directement la mise de fonds. Tout ça, pour être légal, bien sûr, on passe chez le notaire et si jamais il arrive quelque chose et qu'on ne paie pas pour l'immeuble ou qu'on ne rembourse pas l'hypothèque, eh bien le vendeur va pouvoir lui-même reprendre son immeuble qu'il vous a vendu. Et en plus, le vendeur se retrouve avec des avantages fiscaux, un peu comme le fait de pouvoir étendre son gain capital sur quelques années. Par contre, évidemment, ce n'est pas tous les vendeurs qui veulent faire ça, soit parce qu'ils ne connaissent tout simplement pas ça, soit parce qu'ils vont s'en méfier un peu, ou bien souvent aussi parce qu'ils vont avoir besoin directement de l'argent au lieu de pouvoir financer votre mise de fonds. Mais dans le monde de l'immobilier locatif, ça vaut clairement la peine de poser la question parce que c'est avantageux pour les deux parties. Je tiens à dire par contre que c'est rare qu'une balance de prix de vente va financer à 100 % la mise de fonds, mais ça pourrait quand même vous aider à la diminuer au maximum. Dans le même genre, il y a aussi une autre façon de passer par ce qu'on appelle le love money. Le love money, c'est de l'argent qui provient, disons, de nos parents ou quelqu'un de notre entourage pour pouvoir nous aider avec la mise de fonds. C'est une des façons les plus avantageuses parce que tout d'abord, les gens autour de vous vont souvent vous faire un taux d'intérêt qui va être plus petit que ce qu'on pourrait trouver ailleurs, mais c'est aussi parce que c'est ce qu'on appelle un prêt invisible aux yeux de la banque. C'est-à-dire que ça ne va pas paraître à la banque, donc ça ne change pas votre capacité d'emprunt ou votre ratio d'endettement. Il faut par contre faire attention parce que ça reste réellement une dette que vous avez envers quelqu'un qui vous est cher, vos parents, vos amis ou quelqu'un de votre entourage. Et si jamais vous n'êtes pas tout à fait sérieux dans vos démarches ou que vous n'êtes pas assez sécuritaire, c'est peut-être pas par contre la méthode à utiliser parce que souvent on sait que mélanger argent et famille, c'est pas toujours la bonne chose si les choses se passent pas bien. J'ai fait ça personnellement une fois. En fait, j'ai dû emprunter 20 000 $ à une amie et au bout de 2 ans et demi, je lui ai complètement remboursé le 20 000 $ plus 5 % d'intérêt annuellement. Je reviens maintenant avec ceux qui ont déjà une maison. Eh bien, vous pourriez penser à prendre votre marge de crédit pour payer l'équivalent de la mise de fonds. Encore là, l'idée, c'est de faire un projet qui vous permet d'aller chercher des intérêts plus élevés en gain plutôt que ce que vous payez sur votre marge de crédit. Et la dernière méthode, en fait, ça consiste à utiliser votre maison en garantie ou en collatéral, comme souvent on entend. C'est un peu comme refinancer l'immeuble, mais ça comporte comme avantage que l'argent n'est pas réellement sorti, ce qui fait qu'on n'a pas d'intérêt à payer sur le montant. Ce n'est par contre pas toutes les banques qui vont permettre d'utiliser cette option-là, mais quand c'est disponible, ça vaut clairement la peine de le faire. Voilà, on vient de voir ici 8 méthodes qui permettent d'acheter sans sortir d'argent de ses poches. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, apprenez à maîtriser une ou plusieurs de ces tactiques et vous pourrez vous lancer très bientôt. Je répète par contre qu'il faut faire très attention avec tout ça parce que plus qu'on va financer nos achats, et bien plus on va se retrouver endetté. Il faut donc toujours faire attention à nos ratios d'endettement et aussi notre capacité de remboursement. Faites-le de façon intelligente et calculée et ça va vous propulser dans le monde de l'immobilier. Par contre, si vous le faites dans le seul but d'essayer de mettre le moins d'argent possible, mais que vous avez fait des erreurs, eh bien, ça pourrait vous amener des très gros ennuis financiers si vous n'avez pas bien calculé vos choses. Mais avant de vous retrouver avec des problèmes financiers, il est temps de vous éduquer sur la finance et l'immobilier en vous abonnant à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Comme toujours, si vous appréciez le contenu, vous pouvez aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Et pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action et acheter leur premier immeuble à revenu, eh bien, j'ai un lien en description. Merci de votre écoute, bon succès, à la prochaine!